Il s'agit d'un patient de 45 ans, un homme, qui nous est adressé pour la prise en charge d'un ampulome dans le cadre d'une polypose adénomateuse familiale. Diapositive. Cet homme a donc une polypose connue depuis l'enfance. Les modalités des objectifs pédagogiques, c'est d'essayer de comprendre la surveillance des polyposes adénomateuses familiales, mais également les indications et la technique de l'ampulectomie endoscopique. Il s'agit donc d'un patient suivi pour une polypose familiale par une mutation APC, comme c'est le cas le plus fréquemment. À l'âge de 17 ans, le patient a une coloprotectomie totale avec anastomose iléo-anale. Il avait donc 17 ans à l'époque et il est suivi régulièrement depuis 1993 jusqu'à 2015. Les recommandations incitent sur la surveillance duodénale à partir de 25 ans et donc depuis 25 ans, l'âge de 25 ans, il a un suivi régulier, habituellement tous les 2 ans. En 2015, il a eu un polype unique de 15 mm qui a été réséqué par mucosectomie. En 2016, l'endoscopie était normale, la papille mesurait que 10 mm. Donc nous avions conseillé un contrôle 2 ans plus tard. Diapositive. Pour des raisons familiales, malheureusement, il n'a pas pu se présenter à son contrôle et il est venu 1 an et demi plus tard, soit près de 4 ans après la dernière exploration endoscopique. Et la fibroscopie montrait environ une vingtaine d'adénomes duodénaux et une quarantaine d'adénomes au niveau du réservoir iléal. Ces polypes faisaient moins de 10 mm et donc la recommandation actuelle est de les traiter plutôt par argon, alors que lorsque les polypes font plus de 10 mm ou lorsqu'ils ont un aspect suspect, on recommande plutôt un traitement par mucosectomie. Par contre, la papille avait augmenté franchement de taille puisqu'elle faisait 10 mm il y a 3-4 ans, alors que là, elle fait environ 25 mm. Les biopsies que j'ai réalisées montrent un adénome en dysplasie de bas grade. Et j'ai donc profité de cet examen pour réaliser une écho-endoscopie qui montrait que la lésion était limitée à l'ampoule, sans atteinte de la paroi duodénale ni atteinte du pancréas. Il s'agissait donc d'une lésion T1N0 pour laquelle le patient est convoqué ce jour. En vous attendant, j'ai contrôlé donc le réservoir iléal et j'ai traité une vingtaine de lésions récidivantes, toujours de moins de 10 mm par argon. Et donc là, on s'est positionné au niveau du duodénum. Donc je vais vous montrer l'aspect de la papille. Comme vous allez pouvoir le constater, il s'agit d'une lésion manifestement adénomateuse. On voit que l'orifice papillaire est à sa partie haute, légèrement dévié sur la gauche. Et vous voyez qu'il existe une extension latérale sur la gauche. Et donc l'idée, c'est de réséquer cette lésion, comme elle fait 20-25 mm, si possible en monofragmentaire. Normalement, on ne fait pas d'injection sous-muqueuse au niveau de la paroi duodénale, mais en cas d'extension latérale, comme c'est le cas chez ce patient, je vais faire une petite injection latérale sur la gauche. Donc je prends une aiguille d'injection et je vais injecter un peu de sérum Phi avec de l'indigo-carmin, mais également un tout petit peu d'adrénaline pour essayer de diminuer le risque hémorragique. Donc on sort l'aiguille. On va injecter doucement. Top. Alors, il ne faut pas injecter de trop. Rentre l'aiguille. Ressort l'aiguille. Ah, injecte un petit peu. Ah, si. Top. Sors l'aiguille. En fait, ce que fait Marc, donc l'injection, c'est le gel. Injecte un petit peu. Top. Rentre l'aiguille. On va prendre l'anse de vin. L'enclume est fixé au canot, donc en fait, vous n'aurez pas une très grosse dissociation. Et au contraire, vous risquez même d'être un peu moins profond dans votre résection et donc de laisser en place des tissus
anémomateur. Donc ce qu'a fait Marc, c'est ce qu'il faut faire en fait, parce qu'il a injecté sur la partie latérale pour prévenir de l'antagonisation, et il a laissé la partie papille libre pour pouvoir la réséquer avec le plus de chance en monophrémentaire et R0. Ensuite on utilise donc une anse souple, une anse de 20 mm. Là, j'ai pris une anse 20 mm souple Olympus qu'on essaie de positionner donc au pôle supérieur de l'ampoule et qu'on va ensuite ouvrir en poussant donc notre duodénoscope vers la partie basse de l'ampoule. Tu vas essayer donc de l'ouvrir doucement. Attends, je vais prendre un appui sur la partie haute. Donc c'est assez difficile de manier cette anse avec le duodénoscope, du fait de l'obliquité du duodénum, du fait qu'on est en position perpendiculaire, avec les recteurs en plus, donc on manipule pas très facilement l'anse. Effectivement, la sortie entrée de l'anse est parfois un peu délicate, il faut être bien coordonné avec l'infirmière, parce qu'il y a pas mal de contraintes sur l'anse, comme le disait Marc, du fait de la position, du fait du duodénoscope, du fait de l'érecteur. Et voilà, ça s'ouvre plutôt pas mal. Donc, on voit que Marc va pouvoir capturer sans trop de difficulté la lésion et pouvoir tenter la résection monofragmentaire. Ce qu'il faut essayer de viser, c'est très clairement la résection multifragmentaire de ces ampulomes, mais le facteur de risque principal de récidive, qui est déjà un peu plus importante, je crois, dans les PAF. Oui, la récidive est de l'ordre de 30% en général, et dans les PAF, elle est de l'ordre de 50% à peu près. Alors, une fois qu'on a capturé donc la lésion, on n'essaie de pas la serrer trop longtemps pour pas qu'il y ait de spasme au niveau de la région du Wirsung. Je rappelle qu'il y a une antibiothérapie, qu'on travaille sous CO2, patient intubé, qu'on va lui faire également une hyperhydratation oryngère secondairement parce qu'il n'a pas de facteur de risque cardiaque. Il a eu un suppositoire anti-inflammatoire pour essayer de diminuer ce risque et qu'ensuite on essaiera, bien sûr, comme c'est le cas 2 fois sur 3, de mettre en place une prothèse dans le canal pancréatique. On prend ensuite un courant d'endocoupe classique de mucosectomie, et ensuite on va donc couper. Tu vas serrer tranquillement, Anne. Alors il va rester un tout petit relief en bas, ça n'a pas d'importance. Ça, le suppo, maintenant, c'est systématique. Serre un petit peu plus. Très clairement, il faut mettre le suppo en systématique, sauf contre-indication. Les principales contre-indications, les suppos d'AINS, c'est bien sûr l'allergie et éventuellement l'insuffisance rénale aussi. Mais dès qu'on peut le mettre, il faut le mettre pour tous les cathés. Je pense que maintenant, on était bien démontré. Et donc, serrer doucement. Chez lui, on va faire un peu ceinture, bretelle et receinture, puisqu'on aura à la fois le suppo, puis l'hyperhydrate. Je pense que c'est aussi assez intéressant. Alors, ça n'a pas été démontré spécifiquement dans l'ampulectomie, en fait. Ça a surtout été démontré pour la CPRE. Mais bon, on peut penser que le risque est probablement le même. Et donc, c'est pour ça qu'on a tendance à le faire là aussi, en l'absence de contre-indication, notamment cardiaque. Et puis, donc, on va essayer, comme disait Marc, de poser la prothèse pancréatique pour diminuer ce risque-là. Bon, en tout cas, c'était une belle mucosectomie. Et ça, pour le replay, ce sera bien. Alors, après, on a essayé de récupérer le plus rapidement possible avec l'anse. On peut également utiliser un filet. Néanmoins, même si en position dorsale, le risque de migration est plus faible, il existe. Et donc, on essaie de faire le geste avec le matériel qui a permis de réséquer la lésion. On retourne ensuite sur place pour essayer de voir s'il y a des complications. Alors évidemment, la complication de pancréatite, on ne peut pas la voir immédiatement. Savoir que cette technique est la technique la plus morbide en endoscopie interventionnelle. Ce n'est pas la plus compliquée, mais c'est la plus morbide, puisqu'on considère qu'il y a une mortalité à 0,2%, mais surtout une morbidité aux alentours de 35%, avec quasiment 17 à 20% de pancréatite aiguë. Et en général, en moyenne, 10 à 12% d'hémorragie digestive sur la cicatrice d'ampulectomie. Cette hémorragie peut être retardée d'ailleurs. On essaie de rester un petit peu pour voir si une hémorragie apparaît. Là, pour l'instant, c'est pas mal.
Alors c'est vrai qu'elle sera probablement encore un peu plus retardée par ton injection d'adré. Je pense que l'injection d'adré, c'est bien dans le sens où au moins pendant la résection et puis pendant le cathé, vous allez avoir un petit peu de temps mort avant la survenue d'éventuels saignements. Donc moi, c'est ce que je fais aussi. Je mets toujours un peu d'adré dans mon mélange sur les ampulectomies. Ça nous donne un petit peu de temps. Voilà, ça permet de travailler au propre, sans être trop gêné par le sang. Mais effectivement, il faut être prudent parce que ça reste suspensif. Une fois que l'adré s'est dispersé, c'est là que peut survenir le saignement. Et donc, du coup, ça n'empêchera pas de vérifier bien la cicatrice et éventuellement de mettre un traitement préventif. On en parlera peut-être tout à l'heure, Marc. On sert un Field Guide. Du risque de saignement. Donc là, il cherche... Donc là, il va essayer de repérer l'orifice pancréatique. Alors on essaie. C'est pas facile que parfois, effectivement, ils sont évidents. Et si vous voulez, à la partie haute, on a l'orifice biliaire. Là, t'es quelque part. Alors, il est probable que ce soit, on va vérifier. On va pousser. Donc, on va peut-être avoir besoin de l'image radio du coup. L'image radio. On peut mettre peut-être on va pousser le Field Guide. Les 2 images, endo plus radio. On va pousser donc le Field Guide. Donc là, on monte, vous voyez, vers les voies biliaires. Attends un peu, Marc. On va passer sur la radio, donc juste... Ouais. Est-ce que vous voyez l'image radiologique? Pas encore, mais ça va venir. Voilà, super. Donc vous voyez que le Field Guide passe vers le foie. Donc on est sur le cholédoque. Et donc il faut ressortir donc, le sphinctérotome et essayer de trouver donc, l'orifice wirsungien qui est habituellement situé quelques millimètres en dessous. Tu vas légèrement sortir la pointe du Field Guide, top. Alors, ce que montre Marc comme petite technique pour récupérer l'orifice pancréatique, c'est vraiment pas mal. C'est de cathétériser avec le Field Guide légèrement sorti. Ça permet d'être un peu plus précis et effectivement d'aller chercher l'orifice pancréatique qui est situé en général un petit peu en bas à droite, théoriquement, de l'orifice biliaire. Et ça arrive qu'on ne le trouve pas? Alors, ça arrive. On essaye au maximum de le trouver, ouais, effectivement. Mais ça arrive. C'est à peu près les 2/3 des cas, on en met. Après, il ne faut pas non plus s'exciter, je crois, à se forcer à trouver l'orifice, parce qu'il est probable qu'en essayant de le chercher à chaque fois, on risque d'avoir un traumatisme pancréatique et augmenter le risque de pancréatite lui-même. Sort un petit peu, ouais. L'objectif de le trouver, c'est de prévenir la sténose, c'est ça? Alors il y a effectivement, la prothèse, elle agit à 2 niveaux. Elle permet de limiter le risque de pancréatite post-ampulectomie. Et ça a été très bien démontré. Et je pense peut-être à Anna Gondran qui a fait sa thèse sur le sujet. Il y a une très belle thèse. On présentera les résultats demain, ouais. Et puis aussi, effectivement, ça prévient le risque de sténose de l'orifice pancréatique. Et vous la laissez combien de temps, la prothèse, du coup? Alors en fait, en général, on fait un second look de la cicatrice à 1 mois pour vérifier, en fait, entre 1 et 3 mois, on va dire, pour vérifier la cicatrice. La prothèse, en fait, vous allez voir tout à l'heure, si on la pose, la plupart du temps, tombe toute seule, en fait. On a des petites prothèses de petit calibre, avec des ailettes simplement externes pour éviter l'immigration intrapancréatique. Pousse un petit peu. L'objectif de cette prothèse, c'est surtout qu'elle reste quelques jours et qu'elle puisse du coup limiter ses risques de pancréatite et le risque de sténose cicatricielle. Donc il n'y a pas besoin forcément qu'elle reste très longtemps. Après, si elle reste plus longtemps, justement, ce second look vous permet de retirer cette prothèse assez facilement en regardant la cicatrice. Pousse un peu. Le second look, c'est pour confirmer une résection complète. En fait, c'est vérifier la cicatrisation, effectivement, et confirmer qu'il ne reste pas de résidus sur la cicatrice. Comme disait Marc, le risque de récidive, il est un peu plus important en plus dans les polypes de adénomatose familiale. Alors, est-ce que ce sont des vraies récidives post-ampulectomie ou alors est-ce que c'est un polype de novo, puisqu'ils sont à risque de refaire des polypes duodénaux? C'est plus difficile de faire la part des choses. Mais il y a quand même effectivement un risque de récidive qui est plus important si vous faites une résection R1 ou en tout cas multifragmentaire. Et donc, du coup, il est important de surveiller précocement cette cicatrice pour éviter de se retrouver dans une situation de nouveau plus compliquée si on fait le contrôle plus tard. Et puis, de toute façon, de continuer la surveillance, puisque globalement, on table sur une surveillance sur 5 ans au minimum. On a vu qu'il y a des récidives qui peuvent arriver, même tardives, sur la cicatrice. Là, je crois que Marc a réussi à trouver le Wirsung. L'orifice est effectivement l'orifice est quelques millimètres en dessous donc, de l'orifice
cholédossien. Il n'est pas toujours facile à trouver, vous voyez, on est obligé parfois de tâtonner, il n'est pas toujours très évident. Donc là, il n'y a pas besoin de réaliser de sphinctérotomie pancréatique. On a poussé, donc, je vais vous montrer l'image radio. Attends, je vais te déplacer. Pour vous montrer qu'on est bien dans le canal pancréatique. Voilà, un peu moins, Anne. Vous voyez, le fil guide, il part sur la droite. Un peu moins, voilà. Et donc, on va maintenant faire une manœuvre d'échange. On va détendre le sphinctérotome. Et donc, on retire le sphinctérotome en maintenant effectivement le fil guide en place. Pousse pas trop, ça doit aller. Vous voyez, on voit un petit peu l'orifice du Wirsung. Donc, je retire tranquillement le sphinctérotome. Et on va monter ensuite sur le fil guide une petite prothèse. Alors, on a l'habitude de mettre des prothèses guinéennes qui sont des prothèses de 5 French toutes petites, 5 cm. Il semble, et ça vous sera présenté samedi, que des prothèses de 7 cm seraient peut-être un peu plus stables et seraient peut-être un petit peu plus efficaces dans la prévention de la pancréatite. Pour l'instant, en tout cas, on ne les utilise pas, mais on changera peut-être notre façon de faire au niveau du type de prothèse qu'on utilisera. Le problème des longueurs de prothèses, c'est vrai que effectivement, tu fais référence à une étude, Marc, qui avait montré un petit avantage aux 7 cm. Après, moi, ce qui m'embête toujours, c'est de me dire que j'ai une prothèse qui va aller loin dans le pancréas, donc qui est potentiellement plus traumatique. Alors, ce que les auteurs disaient, c'est que finalement, avec les 7 cm, on passait très souvent le genou. Absolument, c'est ça le problème. Du Wirsung. Ouais. Et donc, du coup, théoriquement, on avait une prothèse qui était moins traumatique que les 5 cm, qui, elle, bute en fait, sur la partie isthmique du Wirsung. Et elles peuvent s'incarcérer peut-être à la jonction du canal de la tête, au moment de l'endroit où ça bascule au niveau du genou pour aller dans la partie corporeale, isthmocorporeale. Et donc peut-être d'avoir une prothèse un tout petit peu plus longue, pas agressive, sans ergot. Ça permettrait de stabiliser un peu plus cette prothèse et d'éviter qu'elle soit elle-même traumatique pour le pancréas. Donc, on va monter cette toute petite prothèse. Je ne sais pas si vous pouvez montrer à l'écran. On peut montrer effectivement à l'écran la prothèse. Elles sont toutes petites, hein. C'est des prothèses de 5 French, 5 cm. Ce que je te propose, Marc, c'est qu'on monte la prothèse et puis après, on va peut-être passer à l'autre salle. Absolument. Avec Emmanuel. Absolument. Et puis, on reviendra sur toi pour montrer quand même la fin. D'accord, pas de problème, si tu veux. De la pose de prothèse. Je montrerai la prothèse et puis on parlera un peu de la surveillance. Pour vous montrer le positionnement de la prothèse et surtout que... Voilà, donc vous voyez un petit peu la prothèse, enfin vous l'apercevez la prothèse et surtout je constatais qu'il y avait un petit saignement. Donc une fois que l'adrénaline avait cessé d'agir, et donc on utilise dans ces cas-là une matrice protidique qui est commercialisée par Fuji qui s'appelle du Purasta, dont il existe plusieurs ampoules d'1, 3 ou 5 millilitres, qui sont un gel translucide qui est d'emblée reconstitué, il n'y a pas besoin de manipulation. Et vous voyez que contrairement à certains produits, c'est complètement translucide, donc ça permet de continuer à travailler. Ça présente en fait une barrière à l'hémorragie qui s'active donc au pH physiologique de l'organisme et qui fait une barrière mécanique et qui bloque donc au niveau de la structure vasculaire. L'effet perdure à peu près 5 à 7 jours, notamment sur les gens qui sont sous antiagrégants ou anticoagulants. Ça peut aider. Voilà. On peut arrêter, vous voyez la prothèse, et puis le saignement qui est arrêté avec cette petite matrice translucide, transparente.